L'Allemagne se prépare à des élections législatives anticipées après l'éclatement de la coalition au pouvoir. Le scrutin aura lieu le 23 février 2025. C'est un revers pour les ONG de défense du climat. Face à Shell, la justice invalide une décision qui imposait une réduction drastique de ses émissions de gaz à effet de serre. En Ukraine, un missile russe a touché un immeuble résidentiel de 5 étages dans la ville de Kryvyi ce lundi, tuant 3 enfants et une femme, selon les autorités locales. En Italie, les autorités ont saisi près de 2100 contrefaçons d'œuvres d'art, une opération qui a permis de démanteler un réseau européen de faussaires. Après l'éclatement de sa coalition la semaine dernière, Olaf Scholz s'était engagé dans un bras de fer avec le principal parti d'opposition, la CDU-CSU. Les conservateurs ont finalement trouvé un accord avec le chancelier allemand pour fixer la date des prochaines élections législatives. Le scrutin se tiendra le 23 février 2025. Une date qui doit être validée par le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Le Bundestag sera donc dissous d'ici à la fin de l'année après un vote de confiance qui devrait avoir lieu le 16 décembre. Ce calendrier électoral devrait permettre de clarifier la situation dans le pays, car depuis quelques jours, l'Allemagne, première économie européenne, est plongée dans une crise politique inédite, une crise qui risque par ailleurs d'affecter l'adoption du budget fédéral pour 2025, selon le nouveau ministre des Finances. La campagne électorale pour ces législatives a déjà débuté et les conservateurs sont en tête dans les sondages devant le SPD, le parti d'Olaf Scholz. Le chancelier, dont la cote de popularité est au plus bas, souhaite malgré tout se représenter pour son parti, les sociaux-démocrates du SPD. La tension peine à redescendre après les violences qui ont visé des supporters israéliens la semaine dernière à Amsterdam. Les faits qui se sont produits en marge d'un match qui opposait l'Ajax Amsterdam au Maccabi Tel Aviv ont suscité l'indignation. Le gouvernement israélien avait alors dépêché des avions de rapatriement. 5 personnes ont été hospitalisées selon la police néerlandaise qui a procédé à 63 interpellations. If you see the images of Israeli people that of course also are partly hooligan and also really did, I think, things that were not good in the day before, and you really should condemn that. And I really can understand that young Muslim people here feel, triggered by it and want to do something back. I can understand how that works. I don't agree with it, but then you see, as Jews living in Israel or living here in the Netherlands, you see Israelis being attacked, but being asked by the people while they're being attacked if they are Jewish. So you see there, this combination, and it frightens you. Dans les rues d'Amsterdam, les crispations communautaires restent fortes. Daniela Coronel, néerlandaise de confession juive, a aidé à héberger les supporters du Maccabi dans des hôtels avant leur retour en Israël. Aujourd'hui, elle dit se sentir obligée de taire son identité. Bel Ilan, it's really dangerous to tell wherever that you are Jewish or maybe have Israeli family or so. We are really scared at the moment about what's going on and about the anti-Semitism and the Netherlands not really doing something to change that. Selon la police néerlandaise, des drapeaux pro-palestiniens avaient été arrachés et brûlés mercredi dans un contexte électrique. Rossi Kema, une militante pro-palestinienne, préfère évoquer des actes politiques. This was a political action. And we cannot use anti-Semitism. This city is full of people who are Jewish, who are demonstrating side by side to us. A lot of people felt uncomfortable to even wear a keffiyeh all week because we've heard about the racist attacks all week and about buildings and people being targeted because they look Muslim or because they wear a keffiyeh. Des groupes pro-palestiniens néerlandais avaient demandé à la ville d'Amsterdam d'annuler le match plusieurs jours avant la rencontre pour dénoncer l'offensive israélienne menée à Gaza. D'après le journaliste Bob Snevlit, les autorités locales ont commis des erreurs lourdes de conséquences. First of all, banning the legal demonstration because then people would have been in one place. The authorities know how to deal with these situations. And secondly, allowing Maccabi hooligans for 2 days to roam the streets and intimidate people. Dans l'Hexagone, les autorités prévoient un dispositif de sécurité renforcé à l'approche du match France-Israël prévu ce jeudi.
C'est un revers pour les ONG de défense de l'environnement et une victoire pour Shell. Ce mardi, la Cour d'appel de La Haye a invalidé une décision de première instance rendue il y a 3 ans qui imposait à la compagnie pétrolière de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 45% d'ici fin 2030, une action en justice intentée par la branche néerlandaise des Amis de la Terre et 6 autres ONG. heeft namelijk voor scope 1 en 2 een specifieke reductiedoelstelling vastgesteld die inhoudt dat haar scope 1 en 2 emissies in 2030 met 50% zijn verminderd ten opzichte van 2016. Verder volgt uit de door Shell aangeleverde documenten dat zij in 2023 al een reductie had bewerkstelligd van 31%. Des militants s'étaient rassemblés sur les marches du palais de justice. Le directeur de la branche néerlandaise des Amis de la Terre, Donald Paul, ne compte pas en rester là. Ik ben hier echt door geraakt. Dit had het moment moeten zijn waar we echt de doorbraak hadden kunnen realiseren in de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering. Dat is vandaag niet gelukt. Maar de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering is een marathon. Niet een sprint en de race is pas begonnen. Plus de 17 000 citoyens néerlandais s'étaient constitués partie civile dans le cadre de cette action. Cet arrêt de la Cour d'appel de La Haye peut encore faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême des Pays-Bas. La situation humanitaire dans la totalité de la bande de Gaza reste désastreuse et pourrait même s'aggraver si le conflit dure encore plusieurs mois. C'est ce qu'affirme l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA. S'adressant à Euronews à Bruxelles, son directeur à Gaza, Scott Anderson, appelle toutes les parties au conflit à respecter le caractère sacré des lieux sûrs pour les civils. Give us a full picture here. What is the situation? Well, there's nowhere safe in Gaza. That's been said by many people. I would echo that. Including the safe zones. Including the safe zones. And unfortunately, all parties to the conflict are not respecting the sanctity of sites that should be safe for civilians, which includes hospitals and includes schools, both UNRWA and PA schools. And we would reiterate that call that all parties to the conflict respect the sanctity of those places so that civilians can find safety for themselves and for their families. Scott Anderson a également réagi aux accusations passées selon lesquelles son agence était trop complaisante à l'égard du Hamas, que l'UE considère comme une organisation terroriste. Il a déclaré que l'UNRWA avait pris des mesures rapides dès qu'elle avait eu connaissance que des agents du Hamas faisaient partie de son personnel. Can you say today that UNRWA has thrown out all Hamas operatives? Well, no, I don't think anybody could say anything with certainty about any of their workforce anywhere. We have over 13,000 people. We do take the neutrality very seriously, as shown by the Commissioner General's very swift action. But no, I can't with certainty say that's done. I don't have evidence of more. I can't say that. And if we did, we would take action. L'intégralité de cette interview sera diffusée ce jeudi sur notre antenne. Elle sera aussi disponible sur notre site internet euronews.com. Des milliers de manifestants ont défilé à Belgrade lundi soir pour exiger la démission du gouvernement après l'effondrement d'un toit en béton dans une gare qui a tué 14 personnes au début du mois. Les manifestants attribuent cet incident meurtrier à une corruption endémique en Serbie et à des travaux de rénovation bâclés dans le bâtiment de la gare de Novi Sad dans le nord du pays. Ils ont appelé à la démission du Premier ministre serbe et de son gouvernement et demandent l'arrestation des responsables de l'effondrement. Ces protestations font suite à une manifestation qui a rassemblé près de 20 000 personnes vendredi à Novi Sad où s'est produit le drame. Les autorités ont ouvert une enquête et le ministre serbe de la Construction a démissionné la semaine dernière. Mais personne n'a encore été inculpé pour cet incident qui s'est produit il y a bientôt 2 semaines. Les représentants du gouvernement serbe ont promis de rendre des comptes, mais la population reste sceptique car les populistes contrôlent à la fois la police et le système judiciaire.
Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Cologne et dans d'autres villes d'Allemagne pour célébrer le coup d'envoi de la saison des carnavals. Affublés de déguisements de toutes sortes, ils n'ont pas été découragés par le mauvais temps. Les sacs poubelles ont été particulièrement appréciés dans les kiosques pour servir d'imperméable de fortune contre la pluie. Au programme, bals costumés, concerts, défilés de chars en tout genre. La maire de Cologne a déclaré que le carnaval arrivait au bon moment et qu'elle était convaincue que tout le monde avait besoin d'un peu d'énergie dans le contexte de crise actuelle. La manifestation à Cologne s'est déroulée sous haute surveillance. 300 employés du bureau de l'ordre public et plus de 1000 employés d'entreprises de sécurité privée se sont fondus parmi le public pour que tout se passe le mieux possible. Ce coup d'envoi à Cologne a été donné ce 11 novembre à 11h11, ouvrant la saison des carnavals. Elle se terminera officiellement le mercredi des Cendres en mars prochain. De faux Warhol, Banksy ou encore Picasso. Les autorités italiennes ont saisi près de 2000 contrefaçons d'œuvres d'art. Une opération qui a permis à l'agence de coopération judiciaire de l'Union européenne Eurojust de démanteler un réseau de faussaires d'art opérant en Italie, en France, en Espagne et en Belgique. Les suspects auraient prévu de vendre les copies d'œuvres d'art présentées comme des œuvres originales avec l'aide de maisons de vente aux enchères complices en Italie. Une escroquerie qui aurait pu se chiffrer à près de 200 millions d'euros. L'enquête a véritablement débuté en 2023 lorsque les autorités italiennes ont mis la main sur 200 contrefaçons lors d'une perquisition au domicile d'un homme d'affaires de Pise. C'est cette découverte qui a permis d'identifier la participation de maisons de vente aux enchères à des opérations frauduleuses sur le marché de l'art. 38 personnes feraient l'objet d'une enquête dans cette affaire.